Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire, mardi 25 février 2026, le coordonnateur général de la GIAE, Dean Elvis Okombi-Chalisson, a tenu une assemblée générale des comités de soutien du patriarche, Denis Sassou Nguesso. En RDC, précisément à Uvira, la vie reprend peu à peu son cours. Fermée depuis plus de 2 mois, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi a ouvert le lundi 23 février 2026. 6 blessés et vol suspendu après un incendie à l'aéroport de Lagos au Nigeria. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans votre journal. Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, décédé le 17 février 2026 en Turquie des suites d'une maladie, a été inhumé ce mardi 24 février 2026 à Onda, à environ 9 km de Makwa Centre, dans le département de la Cuvette. En rappel, la République tout entière a rendu hommage à Firmin Ayessa, ministre d'État, sous l'autorité du président de la République, chef d'État, Denis Sassou Nguesso. Suivez. Public en mémoire de Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. La République reconnaissante a fait son adieu ce lundi à l'un de ses éminents serviteurs. Firmin Ayessa a tiré sa révérence le 17 février 2026 à Istanbul, en Turquie, suite à une longue maladie. C'est après l'installation du cercueil de l'illustre disparu dans le catafalque que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse, la première dame, font leur entrée dans la grande salle du Palais des Congrès où sont déjà présents les corps constitués, les parents, amis et connaissances, ainsi que les membres et sympathisants du Parti congolais du travail, ce parti que Firmin Ayessa a tant aimé et servi avec fidélité et loyauté. Des personnalités venues d'ailleurs ne sont pas restées en marge de l'événement. Elles ont été invitées à déposer en premier des gerbes de fleurs sur le cercueil de Firmin Ayessa, couvert du drapeau tricolore vert jaune rouge. C'est l'émotion totale quand le représentant spécial du président de la République, Gilbert Ondongo, prend la parole. Il revient sur son entretien, ses échanges fréquents, ses confidences avec l'illustre disparu jusqu'aux derniers instants de sa vie, l'instant fatal. Aussi, dans l'oraison funèbre qu'il a prononcée, le ministre Gilbert Ondongo a-t-il rappelé la vie et l'œuvre de Firmin Ayessa, de la naissance à Onda à sa vie professionnelle, son parcours politique et d'homme d'État, une vie riche en expérience et pleine d'enseignements. Le fin stratège Firmin Ayessa a été de toutes les batailles politiques du président de la République, qu'elles soient nationales ou internationales. Le ministre d'État, directeur du cabinet du président, avait toujours un rôle à jouer. Ce rôle pouvait être public, comme celui de directeur national de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2009 et à celle de 2016. Son rôle pouvait être aussi joué dans l'ombre, comme c'était le cas en 2015, au moment où, suivant le bon sens, il avait fallu proposer au peuple congolais le changement de constitution. Le ministre d'État, directeur du cabinet, recevait et parlait avec tous les opposants au pouvoir. C'était son rôle dans l'ombre. Homme avenant, il suscitait spontanément le respect de ses interlocuteurs de l'opposition. Accompagné de son épouse, Mme Antoinette Sassou Nguesso, le président de la République a déposé à son tour une gerbe de fleurs sur le cercueil de Firmin Ayessa avant de se recueillir devant la mémoire de l'illustre disparu. Ici, c'est une page qui se tourne, mais la mémoire de Firmin Ayessa reste vivace. Le soutien que le chef de l'État apporte à la famille biologique de l'illustre disparu est illustratif. Denis Sassou Nguesso a ainsi couché ses sentiments dans le livre de condoléances. C'est le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Florent Tiba, qui en donne la teneur. Très cher Firmin, tu as magnifié la foi et le courage.
Tu as sublimé la fidélité que tu n'as cessé de me vouer. Tu as exalté ton exemplaire loyauté. Comment pourrais-je l'oublier? Comment pourrais-je t'oublier? Repose en paix. Éclatère du Congo, notre bien commun, que tu as tant aimé, te soit légère. Firmin Ayessa, appelé affectueusement Max Loma, sera inhumé ce mardi dans son village natal à Onza, district de Makwa. La cérémonie d'hommage du ministre d'État organisée au Palais de Congrès de Brazzaville a rassemblé autorités politiques, institutions de la République, membres du gouvernement, représentants des corps constitués, ainsi que la population venue nombreuse témoigner reconnaissance et respect à celui qui a consacré sa vie au service du pays. Suivez quelques témoignages recueillis lors de cette cérémonie. Pour accompagner le ministre d'État Firmin Ayessa dans son voyage vers l'Orient éternel, une exposition de photos a été organisée en hommage à cet illustre personnage, comme pour dire « rien n'est plus vivant qu'un souvenir », car vivre dans le cœur de ceux qui restent, ce n'est jamais mourir. Ce principe de l'immortalité de la mémoire voudrait nous renseigner que le lien avec le ministre d'État Firmin Ayessa se transforme à bien des égards, mais ne se rend pas. En ce jour de deuil, tous ceux qui l'ont connu gardent de lui de bons souvenirs. Nous pleurons Firmin Ayessa, nous sommes nombreux à le pleurer parce que c'était un homme bon, un bon compatriote et toujours jovial, toujours disposé à avancer avec les autres. Et pourtant, nous ne sommes pas du même bord, lui et moi, mais nous avons une très très belle amitié. C'était quelqu'un de bien. Et nous le pleurons aujourd'hui. Je perds un papa, un monsieur très bienveillant, toujours disposé à écouter, à conseiller, à accompagner les plus jeunes. Pour moi, c'était un père. Nous sommes vraiment très attristés. Et l'hommage qui vient de lui être rendu à la fois par l'oraison funèbre qui a été lue par le ministre d'État Gilbert Ondongo, mais également par le mot du président, nous a plongé encore dans une tristesse. Mais que voulez-vous? Ainsi va la vie, il va falloir continuer, il va falloir vivre cette élection sans lui, il va falloir continuer à apprendre à vivre sans lui. Je souhaite exprimer mes condoléances au nom de mon pays, celui du président de la République de Turquie, président Recep Tayyip Erdogan, qui a d'ailleurs envoyé un message de condoléances à son homologue il y a quelques jours, transmis par voie diplomatique bien entendu. En tout cas, avec le défunt, on a eu de très bonnes relations, c'est-à-dire des relations professionnelles aussi, des relations qui unissent les deux pays ensemble. Donc on a été... Bon, avec la disparition, c'est quelque chose qui touche bien sûr la Turquie aussi, hein, bien entendu le Congo. Donc nous exprimons nos condoléances les plus sincères à son Excellence le Président, le gouvernement et aussi la famille. En tout cas, c'est notre papa, c'est notre patriote. On est vraiment bien avec le papa, vraiment jeu de larmes, vraiment jeu de larmes. Vraiment, je n'arrive même pas. Je suis triste. Je n'arrive pas. Le rideau de la scène de vie du ministre d'État Firmin Ayessa s'est refermé. Changeons de chapitre. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Oyo hier lundi 23 février 2026 via l'aéroport international de Lombo. Le programme de son séjour dans cette localité dans ce reportage. C'est aux environs de 17 h que l'avion transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a atterri ce 23 février 2026 sur le tarmac de l'aéroport d'Olombo. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par les préfets des départements de l'Ankeni à Lima et de la Cuvette, ainsi que par d'autres corps constitués nationaux et départementaux.
Ce séjour du président de la République au bord de la Lima intervient quelques jours seulement après l'annonce du décès du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa. Dans le département de la Cuvette, Denis Sassou Nguesso assistera aux obsèques de Firmin Ayessa prévues à Onza dans les environs de Makwa. Après le département de la Cuvette, le chef de l'État sera l'hôte des populations d'Ifondo. Dans le département de la Likwala, Denis Sassou Nguesso procédera le 26 février prochain au lancement des travaux du corridor 13, un vaste projet routier transfrontalier qui vise à relier la République du Congo à la République centrafricaine et la République du Tchad. Ce mardi 25 février 2026, le coordonnateur général de la GIAE, Dean Elvis Okombi-Chalisson, a tenu une assemblée générale des comités de soutien du patriarche Denis Sassou Nguesso. Cette réunion a été organisée dans le cadre des préparations pour les campagnes présidentielles qui débuteront le 28 février 2026 à Pointe-Noire afin de mobiliser les membres et coordonner les efforts de soutien en faveur du candidat Denis Sassou Nguesso. Reportage Ravi Patience Benoît, Welcome Ayonde, Miroska Bakotana. Ce mardi 24 février 2026, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, Dean Elvis Okombi-Chalisson, a convoqué une assemblée générale dédiée au comité de soutien du patriarche Denis Sassou Nguesso, marquant ainsi un moment clé dans les préparatifs pour les campagnes présidentielles qui débuteront le 28 février à Pointe-Noire. Cette réunion a rassemblé un large éventail des militants et sympathisants, tous unis par un objectif commun, apporter un soutien indéfectible à Denis Sassou Nguesso dans sa quête de la présidence. Au cours de l'Assemblée, Dean Elvis Okombi-Chalisson a souligné l'importance cruciale de l'engagement citoyen et a encouragé les participants à mettre en œuvre des stratégies innovantes pour mobiliser l'électorat. Le 28, lancement de la campagne à Pointe-Noire. Ce que vous et nous allons faire dans cette ville ne s'est jamais produit. Pour former les membres sur la communication efficace, y compris l'intégration des médias sociaux comme outil principal pour atteindre les jeunes électeurs, tout en soulignant l'importance des interactions en personne pour créer un lien de confiance avec les électeurs. Les enjeux de cette campagne sont d'une importance capitale pour les habitants de la ville océane qui se positionnent comme un épicentre des débats politiques actuels. Dean Elvis Okombi-Chalisson a évoqué non seulement les défis relevés, mais aussi les opportunités qui se présentent avec la candidature de Denis Sassou Nguesso. En effet, les membres ont été encouragés à faire preuve d'initiative et de créativité avec les propositions de visites dans les quartiers et d'événements communautaires pour renforcer les liens et promouvoir les valeurs du patriarche Denis Sassou Nguesso. Nous sommes venus confirmer au comité de soutien de Pointe-Noire que dans quelques jours, le patriarche candidat, le président candidat a choisi Pointe-Noire pour lancer sa campagne électorale et que le mot d'ordre est lancé et qu'il attend beaucoup de ces comités de soutien. Ce sont les comités de soutien du président candidat et qu'il s'attend à ce qu'il y ait une vague bleue et que toutes les populations de Pointe-Noire soient dehors de façon que nous donnons le temps de cette campagne électorale qui sera une belle fête. Et nous pouvons déjà rassurer le président candidat que Pointe-Noire sera debout. Pointe-Noire est déjà debout, non seulement pour le 28, mais déjà pour voter aussi. Merci. Alors que la date limite des élections se rapproche, les membres de l'Assemblée se sont engagés à intensifier leurs efforts, à collaborer de manière proactive et à mobiliser chaque ressource disponible pour s'assurer que la candidature de Denis Sassou Nguesso soit non seulement entendue, mais résonne dans les cœurs et les esprits des électeurs. Société. Chaque année, des milliers de femmes et d'hommes subissent des violences au sein de leur couple. Souvent silencieuses, la violence conjugale ne se limite pas aux coups ou aux blessures visibles. Elle laisse surtout des traces profondes dans le psychique des victimes. Les détails avec Michel Opakwele et Lee Eliams.
Derrière les portes fermées des maisons, un drame se joue souvent loin des regards. La violence conjugale continue de briser des vies, laissant des blessures visibles, mais surtout des cicatrices psychologiques profondes. Longtemps considérée comme une affaire privée, elle est aujourd'hui reconnue comme une réalité sociale qui touche aussi bien les femmes que les hommes. Si les femmes restent les principales victimes, les hommes aussi subissent insultes, humiliations, manipulations ou violences physiques, souvent dans le silence par peur du jugement ou du ridicule. Car la violence conjugale ne choisit ni le statut social, ni l'âge, ni le genre. Elle s'installe progressivement, détruisant l'estime de soi et enfermant la victime dans une spirale de peur et de dépendance. Les impacts psychologiques sont lourds et durables, anxiété permanente, dépression, troubles du sommeil, isolement social, perte de confiance, stress post-traumatique. Certaines victimes finissent par croire qu'elles méritent ce qu'elles subissent. D'autres n'osent plus parler, convaincues qu'elles ne seront ni comprises ni soutenues. Le silence devient alors le meilleur allié de la violence. Sortir de cette emprise reste un combat difficile, mais possible. Reconnaître la violence est la première étape. Parler à une personne de confiance, consulter un professionnel, chercher un accompagnement psychologique ou social permet progressivement de reprendre le contrôle de sa vie. La reconstruction demande du temps, mais elle commence toujours par un geste, demander de l'aide. Dans ce combat, le rôle des proches est déterminant. Un ami attentif, un membre de la famille à l'écoute, un collègue bienveillant peuvent devenir un véritable refuge. Écouter sans juger, croire la parole de la victime, l'encourager et rester présent pour sauver une vie. Trop souvent, les victimes ne cherchent pas immédiatement des solutions, elles cherchent d'abord quelqu'un qui les comprenne. La violence conjugale n'est jamais une preuve d'amour ni une fatalité. Elle est une alerte qui doit mobiliser toute la société, briser le silence, soutenir sans condamner et tendre la main à ceux qui souffrent sont des actes essentiels pour transformer la peur en espoir et permettre aux victimes de se reconstruire. Parce qu'aucune personne ne devrait vivre dans la peur là où elle devrait se sentir en sécurité. Le phénomène des avis de recherche ou des disparitions des jeunes et personnes âgées est effectivement devenu un problème majeur à Brazzaville, touchant la sécurité publique et sémant la peur parmi les habitants. On fait le point avec Krivina Mbani et Sarabès Mundinga. Depuis quelque temps, les réseaux sociaux à Brazzaville sont envahis par les avis de recherche. Jeunes, enfants, mais aussi personnes âgées disparaissent mystiquement, plongeant leur famille dans l'angoisse et suscitant une vive inquiétude au sein de la population. Un phénomène qui prend de l'ampleur et pose désormais la question de la sécurité publique dans la capitale congolaise. Derrière ces disparitions, plusieurs causes sont évoquées. Certains sont liés à des conflits ou difficultés familiales, poussant les jeunes à fuguer sans laisser de traces. D'autres cas plus préoccupants feraient intervenir des réseaux de trafiquants d'êtres humains alimentant la peur d'enlèvements organisés. Face à l'absence d'informations précises dans plusieurs situations, les familles se tournent vers les réseaux sociaux pour lancer des appels à l'aide, espérant retrouver leurs proches sains et saufs. C'est quelque chose de regrettable parce qu'à tout moment, lorsqu'on se connecte sur Facebook, disons sur les réseaux sociaux de façon générale, on voit des avis de recherche et c'est très regrettable. Au nom de la disparition des enfants, ce qui se passe, c'est vraiment regrettable. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures sérieuses. Ce phénomène grandissant interpelle ainsi les pouvoirs publics et les services de sécurité. Pour de nombreux habitants, il devient urgent de mettre en place des mécanismes plus efficaces de prévention, d'enquête et d'assistance aux familles touchées. À Brazzaville, la multiplication des disparitions ne relève plus des faits isolés. Elle s'impose désormais comme un véritable enjeu de sécurité publique, appelant à une réaction rapide et coordonnée des autorités compétentes. Hors de nos frontières, en RDC, la frontière entre Bujumbura et Uvira a ouvert. Elle avait été fermée mi-décembre après la prise de contrôle d'Uvira par l'AFC M23. Fermée depuis près de 2 mois, cette réouverture est accueillie avec enthousiasme par la population. Reportage. À Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, la frontière avec le Burundi a rouvert ce lundi, après plus de 2 mois de fermeture suite à la prise de la ville par l'AFC M23. Dès l'aube, des centaines de commerçants et de familles ont repris le chemin de Kavimvira et Gatumba, soulagés de voir relancer les échanges transfrontaliers. J'ai une grande joie car cela faisait longtemps que nous cherchions comment rentrer chez nous, mais ce n'était pas possible. Nous étions obligés d'être coincés dans le pays voisin, le Burundi.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la province du Sud Kivu avait entraîné un afflux important de réfugiés congolais vers le Burundi. Ce lundi, certains d'entre eux ont commencé à regagner Uvira à la faveur de cette réouverture. J'ai fui lorsque les combats se sont intensifiés vers Kavimvira. Nous étions dans la maison avec les enfants lorsque le crépitement des balles et des bombes a commencé. C'est ainsi qu'on a décidé de fuir vers le Burundi pour ne pas être victimes. Chaque jour, des centaines de personnes traversent les postes de Kavimvira et de Gatumba pour retrouver leurs proches ou commercer. Pendant plus de 2 mois, cette activité vitale s'est arrêtée, fragilisant les revenus et le quotidien de nombreuses familles d'Uvira. L'ouverture de la frontière est une grande joie pour nous et pour tous les habitants d'Uvira. Parce que même à Gatumba, il y a une célébration. Des motos et des vélos circulent. J'ai même vu des élèves qui sont sortis de leurs écoles pour venir célébrer à la frontière. Annoncée dimanche par le gouverneur du Sud Kivu, cette réouverture marque une étape importante pour Uvira, encore marquée par les récents événements sécuritaires. Pour les habitants, l'essentiel est désormais que cette frontière reste ouverte et que la stabilité s'installe durablement. Un incendie survenu hier lundi en fin d'après-midi à l'aéroport international Murtala Mohamed à Lagos au Nigeria a fait 6 blessés et entraîné la suspension temporaire des vols, ont annoncé les autorités aéroportuaires. Suivez. Un incendie survenu lundi en fin d'après-midi à l'aéroport international Murtala Mohamed à Lagos au Nigeria a fait 6 blessés et entraîné la suspension temporaire des vols. Selon les autorités aéroportuaires, le feu se serait déclaré dans une salle des serveurs dans le hall des départs du terminal 1. L'incendie qui a notamment affecté les opérations de la tour de contrôle a été maîtrisé et le trafic a depuis repris. 14 personnes qui s'étaient retrouvées piégées dans la tour de contrôle ont pu être secourus et évacués grâce à l'intervention des équipes d'urgence. Les flammes ont endommagé le hall des départs qui était en rénovation dans le cadre d'un projet estimé à 5. Bouclons ce journal par cette information. Aux États-Unis, un nouveau round de négociations sur l'avenir du Sahara occidental. La dernière rencontre s'est déroulée dans la capitale espagnole les 8 et 9 février. Suivrez. Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario entament ce lundi à Washington un nouveau round de négociations sur le Sahara occidental. L'initiative secrète portée par les États-Unis doit s'achever mardi. C'est la 3e rencontre en l'espace d'un mois. La dernière s'est déroulée dans la capitale espagnole les 8 et 9 février. Sur la table, le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, présenté comme base des échanges, s'inscrivant dans la suite de la résolution adoptée en octobre 2025 par le Conseil de sécurité. Rabat a révisé la copie. La nouveauté porte sur une assemblée élue, l'amnistie des indépendantistes et le retour des Sahraouis réfugiés dans les camps de Tindouf en Algérie. Des pompes de discorde persistent. Le Front Polisario rejette l'idée de la désignation du dirigeant du territoire disputé par le roi du Maroc, préférant une élection. Malgré les désaccords, l'émissaire du président américain pour l'Afrique fait preuve d'optimisme. C'est dans l'adversité qu'on devient plus fort. C'est la fin de ce journal télévisé réalisé par Angela Merveille, coordonné par Ravi Patience Benoît. Merci de suivre TPT+, la chaîne du moment. Ensemble, partageons l'information. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. À demain.